Mesdames, Messieurs les membres du jury, cher public, chères contradictrices. J'ai toujours été fascinée par le cerveau humain, son fonctionnement et notamment la mémoire. Il y a quelques années encore, je rêvais même de devenir neurochirurgien. Et c'est donc tout naturellement qu'à la suite de mon bac, je me suis orientée vers les études de médecine. Finalement, vous vous en doutez, j'ai opté par une autre voie et je dirais même que j'ai trouvé le droit chemin. Il n'empêche que le fonctionnement de la mémoire m'a toujours intriguée. Juste avant de vous rejoindre ici, j'étais en partiel de droit international public. En plein milieu de l'examen, je me suis demandé comment expliquer le fait que je sois incapable de retenir de la jurisprudence et que pourtant je n'éprouve absolument aucune difficulté à retenir les paroles de la première chanson venue. Par exemple, prenez ce monument qui est Confession nocturne. Je sais faire la partie de Diams, celle de Vita, celle de l'ex de Vita, celle du répondeur. Enfin bref, la question n'est pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, on me pose la question de savoir s'il est possible d'avoir une identité sans mémoire. Drôle de question. Pour être tout à fait honnête avec vous, je dois vous avouer qu'au départ, je n'ai pas vraiment compris le sujet. Cela tient notamment au fait que les termes de l'intitulé sont polysémiques, d'où la nécessité pour moi de les définir si je veux que vous puissiez toutes et tous les comprendre. Selon le Larousse, la mémoire se définit comme l'activité biologique et psychique qui permet d'emmagasiner, de conserver et de restituer des informations. Dans un sens plus collectif, la mémoire s'entend aussi comme l'ensemble des faits passés qui restent dans le souvenir d'un homme ou d'un groupe. La notion d'identité, elle, est plus complexe à définir car il en existe une multitude. L'identité sociale, l'identité culturelle, l'identité numérique, etc. L'identité, c'est l'ensemble des données de faits ou de droits qui permettent d'individualiser quelqu'un. Sa date et son lieu de naissance, son nom, son prénom, sa filiation. Mais c'est aussi le caractère permanent et fondamental de quelqu'un qui fait son individualité, sa singularité. Le sujet d'aujourd'hui nous interroge donc sur la possibilité d'avoir une identité sans mémoire. Si j'insiste sur cette notion de possibilité, c'est pour rappeler que je ne nierai pas l'importance de la mémoire sur notre identité, son influence. Mais contrairement à ma contradictrice, je ne considère pas que notre mémoire soit l'élément déterminant de notre identité et que sans elle, nous ne sommes rien. Au contraire, je vais vous montrer que si la mémoire a une influence sur notre identité, elle ne la conditionne pas. Pour ce faire, j'étudierai la question sous 3 angles différents. Tout d'abord philosophique, ensuite médical et enfin avec une perspective historique. Dans un premier temps, laissez-moi vous montrer que la mémoire n'est pas le seul mode de construction de notre identité. Contrairement à la vision de Locke, pour qui l'identité se construit uniquement par le biais de la mémoire, je pense que si la mémoire nous construit, ce n'est pas le seul socle sur lequel se fonde notre identité. Ce souvenir n'est pas non plus fondamental en ce sens où même une personne dépourvue de mémoire possède tout de même une identité. Intéressons-nous à la construction de notre identité, sa raison d'être. Mais pourquoi donc cherchons-nous à définir notre identité ? L'identité est une construction sociale. Plus précisément, c'est quelque chose que nous cherchons à définir pour pouvoir s'intégrer à la société. L'identité se construit dans nos rapports aux autres sur un principe d'altérité qui met en rapport dans des jeux subtils d'attirance et de rejet le même et l'autre, lesquels s'auto-identifient de façon dialectique. Et c'est pour cette raison qu'on se définit toujours dans la différence. Pour vous illustrer cette idée, prenons un exemple concret qui intéressera tout le monde ici. Moi. Vous l'aurez peut-être deviné à mon nom et prénom qui sentent bon le beurre salé et le Queen Amman, je suis bretonne. Avant d'être parachutée en Normandie, je ne pensais même pas que le fait d'être bretonne faisait partie de mon identité, puisque toutes les personnes qui m'entouraient l'étaient également. Pourtant, je ne suis pas une personne différente que je sois ici ou là-bas. Ce qui change, ce sont les gens qui m'entourent. On s'identifie donc pour et surtout par le regard des gens. C'est pourquoi nous marquons toujours notre identité via ce qui nous rend uniques. Par ailleurs, cette construction de l'identité par le biais du regard des autres soulève un autre point intéressant. On ne perçoit pas nécessairement l'identité de quelqu'un à travers le prisme de notre propre mémoire. Reprenons le même sujet d'étude que tout à l'heure, toujours moi. Mesdames et messieurs les membres du jury, vous ne me connaissez pas. Vous ne savez rien de moi, si ce n'est peut-être mon nom que vous avez entendu il y a quelques minutes. Et pourtant,
j'ai une identité à vos yeux, alors que votre mémoire n'intervient absolument pas dans le processus. Ce n'est pas parce que vous n'avez aucun souvenir de moi que je n'existe pas. Il n'y a rien de plus sinistre que de résumer notre existence et notre identité à notre mémoire et donc à notre passé. Ce genre de raisonnement nous mènerait à céder à la fatalité du déterminisme. Freud estimait que tout chez nous est déterminable, que notre histoire passée nous conditionne consciemment ou non à réagir d'une manière bien précise à chaque événement qui s'impose à nous. Selon cette thèse, le libre arbitre n'existe plus et nous sommes condamnés qu'à n'être le fruit de nos expériences. Je considère que l'essence de l'existence et donc de notre identité est la liberté. À chaque instant, j'existe et je peux me redéfinir. Mon essence n'est pas figée à tout jamais, puisque je suis un être en devenir. Ainsi, l'existentialisme de Sartre rend compte d'une liberté totale de l'homme en qui l'existence précède l'essence. Je peux à chaque instant me redéfinir ou choisir de rester comme je suis. Nous ne sommes pas condamnés à rester tels que le passé nous a fait. On fait au lieu d'être fait. Par exemple, ce n'est pas parce qu'il m'est arrivé de tricher au contrôle de maths au collège que la triche fait partie de mon identité. J'ai évolué, je me suis redéfinie, j'ai appris mes cours et surtout, je me suis résignée à ne jamais avoir la moyenne en maths. Il y a par ailleurs dans la pensée de Nietzsche une vision tout à fait intéressante. Selon lui, il faudrait valoriser l'oubli qui serait un processus essentiel à la vie d'une personne. Il disait même que il faudrait tout oublier. Ah non, c'est pas lui ça, pardon. Il n'empêche que selon Nietzsche, l'oubli est utile et même indispensable. Pour lui, l'oubli est positif, peut se contrôler et surtout, il est la condition sine qua non au bonheur. Sans l'oubli, l'homme ne serait qu'une machine à entasser le savoir, spectateur de sa propre vie sans même pouvoir s'ancrer dans le moment présent. Dans sa thèse, Nietzsche pousse la réflexion jusqu'à dire qu'un homme incapable d'oublier finirait par douter de sa propre existence, car s'il n'est que mémoire, jamais il ne pourra accéder au lâcher-prise qu'exige le bonheur. La mémoire est donc un poids qui nous retient, nous empêche, là où l'oubli nous permet la liberté de devenir et surtout d'exister. Bon, à première vue, on peut se dire que pour écrire des livres entiers sur une thèse aussi nihiliste, Nietzsche a dû beaucoup en vouloir à son ex. Mais pas de panique, il a également nourri sa thèse d'une analogie qui éclairera davantage vos lanternes. L'animal ne connaît pas les angoisses, les crises d'identité qui sont aujourd'hui devenues caractéristiques de l'homme. Nietzsche justifie cette différence par le fait que l'animal ne souffre pas de cette hypertrophie de la mémoire qui surcharge et paralyse le développement de l'identité. Contrairement à l'homme, l'animal vit uniquement dans l'instant. Peut-être cette vision vous laissera-t-elle sceptique, auquel cas je vous répondrai qu'on peut difficilement la remettre en cause aujourd'hui, puisqu'elle a depuis quelques années été reprise par notre guide spirituel à tous. J'ai nommé Jul. En effet, celui-ci a donné une seconde vie à la théorie de l'oubli lorsqu'il a chanté « Alors je m'en tape de vos discours, derrière le bonheur je cours, ce soir j'oublie tout ». D'un point de vue plus médical désormais, c'est encore plus évident qu'il est possible d'avoir une identité sans mémoire et même que la perte de mémoire n'efface pas l'identité. Il existe divers troubles de la mémoire plus ou moins importants. Des maladies bien spécifiques telles que la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Huntington, ou des amnésies plus générales causées dans la plupart des cas par des traumatismes crâniens. Les personnes souffrant d'amnésie et donc de perte de la mémoire n'en restent pas moins dotées d'une identité. Prenez l'exemple de la maladie d'Alzheimer. Cette maladie dégénérative provoque une perte progressive de la mémoire et peut aller jusqu'à un stade très avancé. Les spécialistes s'accordent pourtant tous à dire que dans la quasi-totalité des cas, le patient se souvient toujours de qui il est, de son identité au sens propre. Et même dans les cas les plus extrêmes, les cas d'amnésie d'identité, où la personne ne se rappelle même plus de son nom de famille, de l'endroit où elle vit ou encore de son âge, et que donc elle n'a aucune mémoire, elle n'en reste pas moins un individu. Elle n'en reste pas moins un homme ou une femme, plus ou moins âgé, avec une famille et des goûts propres. Au cours de mes recherches, j'ai découvert l'incroyable histoire de Jacques Michel, qui a souffert d'une amnésie sévère.
Cet homme se réveille un jour à Paris, sans savoir comment il est arrivé là, comment il s'appelle ou d'où il vient. Il n'a plus aucun souvenir des 30 premières années de sa vie. Alors, très naturellement, il cherche à savoir qui il était, car même amnésique, il est conscient d'avoir une identité. Il finit par découvrir qu'il est marié, a 2 enfants et vit dans l'Est de la France. Petit à petit, la vie reprend son cours, mais les souvenirs, eux, ne reviennent pas. Un jour, après 3 années d'amnésie, on lui propose du travail. Jacques Michel étant architecte dans son ancienne vie, un problème se pose. Il ne se rappelle plus de comment exercer son métier, et l'architecture, ça ne s'invente pas. Mais miracle, lorsque l'on met un plan d'un bâtiment à rénover sous ses yeux, tout lui revient naturellement. Il n'a aucun souvenir de ses études, ou encore d'anciens projets qu'il aurait menés, et pourtant, sans qu'il ne parvienne à l'expliquer, toutes les connaissances requises sont là quelque part au fond de lui. Ainsi, l'amnésie qui aura balayé 30 ans d'existence laissera intacts quelques éléments qui font l'essence même de Jacques Michel. Ses connaissances en géographie, en architecture et son talent pour le dessin. L'amnésie et donc la perte de mémoire ne sont pas des freins à l'identité. Prenez l'exemple de Dory dans Le Monde de Nemo. Mais si, Dory, je suis sûre que vous voyez tous, c'est ce petit poisson bleu qui oublie tout, qui a des troubles de la mémoire immédiate. Elle n'a aucune mémoire, elle est totalement amnésique, et pourtant, ça ne l'empêche pas d'être quelqu'un, d'avoir une identité. Tout d'abord aux yeux des autres, et principalement de Nemo, mais aussi à ses yeux. La preuve en est qu'elle répète tout au long du film « Bonjour, je m'appelle Dory ». On pourrait naïvement croire que par cette phrase, le poisson répète simplement son prénom, mais ça va plus loin que ça. Malgré le fait qu'elle ne se souvienne toujours pas de tout, elle reste Dory, elle reste elle-même. Alors, pour les plus âgés d'entre nous, et je vous parle là de ceux qui ont connu ce temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, ne vous inquiétez pas, j'ai pensé à vous. Nous pouvons également tirer des enseignements du film La mémoire dans la peau, réalisé par Doug Liman avec Matt Damon dans le rôle de Jason Bourne. Je vous fais le topo. Le personnage principal se réveille sur un chalutier en pleine mer, sans savoir comment il est arrivé là, ni comment il s'appelle. Il souffre donc d'amnésie d'identité. Le héros passe le film à courir après son passé, en espérant que cela lui apprenne qui il est, et malheureusement pour lui, chaque découverte le déçoit un peu plus. C'est pour cela qu'une fois que la mémoire lui revient, il décide malgré tout de faire table rase de son passé et d'aller commencer une nouvelle vie, loin de sa propre histoire. Le paradoxe du film est donc que le héros va passer un temps considérable à courir après ses souvenirs pour finalement décider de tout jeter aux oubliettes lorsqu'enfin il se souvient, car dans ce cas précis, les souvenirs ne constituent pas l'homme. Si la mémoire était la seule base de la personne que nous sommes aujourd'hui, cette base serait bien fragile. Car avant tout, la mémoire est la façon dont notre cerveau va traiter des événements pour en garder une trace. En plus d'être toujours très subjectifs, les souvenirs peuvent parfois se modifier, se créer d'eux-mêmes. Notre esprit s'arrange perpétuellement avec la réalité de la façon qui lui convient, quelquefois pour nous protéger de nos propres souvenirs et même souvent pour nous simplifier la vie. La mémoire est faillible. Bâtir son identité uniquement dessus, c'est pour sûr aller au-devant de grandes déconvenues. Plus encore, nous perdons la plupart de nos souvenirs avec le temps qui passe. Qui peut ici se vanter de se rappeler de ses premiers mots ? Et pourtant, l'enfance est une période déterminante dans notre construction en tant que personne. Dire que l'identité se fonde uniquement sur la mémoire, paradoxalement, signifie que la petite enfance et plus globalement tous les souvenirs qui disparaissent avec le temps ne nous construisent pas. Enfin, lorsqu'il s'agit d'histoire, les mémoires s'entendent comme les représentations qu'un groupe se fait de son passé. À chaque événement historique, sa mémoire, et parfois, toutes ces mémoires se heurtent entre elles. Mais plus encore, ces mémoires collectives évoluent au fil du temps, des enjeux politiques et des travaux des historiens. L'exemple le plus frappant, c'est la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, je vais laisser la parole à ma contradictrice, et si je vous ai dit que la mémoire n'était pas nécessaire à l'identité, j'espère malgré tout que vous garderez un souvenir de mon élocution. Merci. Peut-on avoir une identité sans mémoire ?
La mémoire fait partie de notre être. Oublier, c'est mutiler son âme, c'est dessécher son cœur. Oublier, c'est cesser d'être homme. Par ces mots, le philosophe et écrivain Henri-Frédéric Amiel évoque la puissance de la mémoire. Oublier, c'est renier son identité. Oublier, c'est ne plus savoir qui l'on est, c'est cesser d'exister. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les membres du jury, cher auditoire, chère contradictrice, peut-on avoir une identité sans mémoire? Peut-on vivre sans savoir qui l'on est, sans savoir, sous souvenir du passé? Je vous répondrai bien sûr par la négative, mais avant de vous le prouver, je me dois de définir les termes de ce sujet. Tout d'abord, l'identité. Provenant du latin identitas, désigne le fait pour une personne d'être un individu donné et de pouvoir être reconnu comme tel. Ensuite, la mémoire du latin memoria est l'aptitude à se souvenir. Elle se complète avec tout ce qui s'y trouve associé, comme l'esprit, en tant qu'il garde le souvenir du passé. Enfin, le verbe pouvoir correspond au fait d'avoir la possibilité de. Avoir la possibilité d'avoir une identité sans mémoire? Impossible, puisque la mémoire permet de forger l'identité, de se rappeler qui l'on est. J'irais même jusqu'à dire que la question est paradoxale. Cette contradiction est mise en exergue dès lors que l'on utilise le mot identité. En effet, ses racines antiques le lient immédiatement au concept de mémoire, puisqu'il fait référence à ce qui est le même, et donc à ce qui perdure dans le temps. L'identité se caractérise donc par la somme d'instants vécus. Or, la mémoire est indispensable pour les additionner. En bref, sans mémoire, nulle identité. Premièrement, on ne peut pas avoir d'identité sans mémoire, puisque les expériences forgent l'identité et nécessitent donc une mémoire personnelle pour s'en rappeler. Secondement, l'état civil cristallise l'identité et permet donc de créer une mémoire officielle. Pour le neuropsychiatre français Boris Cyrulnik, ce qui crée le sentiment de soi, c'est essentiellement la manière dont nos souvenirs construisent notre identité. Les souvenirs, ils sont liés à la mémoire. Ils permettent de nous remémorer des moments, parfois troublants, déstabilisants, ou au contraire, tendres, bienveillants. Souvenir, souvenir, que me veux-tu? Nous étions seuls à seuls et marchions en rêvant. Elle et moi, les cheveux et la pensée au vent. Soudain, tournant vers moi son regard émouvant, quel fut ton plus beau jour, fit sa voix d'or vivant. Voici la question que se posait Paul Verlaine. Le plus beau jour de notre vie marque forcément notre esprit, notre identité. Or, comment s'en souvenir sans mémoire? La mémoire est un instrument permettant de construire son identité, comme une éponge qui absorbe le passé pour le remonter à la réalité. Les souvenirs permettent de se rappeler des senteurs et des saveurs que l'on pensait oublier, telle une musique et ses 3 premières notes qui nous rappellent un secret rassurant, une rencontre, une première danse, une dernière romance. Telle une odeur, l'odeur de votre chair est tendre qui l'identifie, oui, qui ne lui appartient qu'à lui, tout comme votre odeur vous est personnelle. Telle une saveur non identifiée, une saveur fruitée, pleine de volupté, nous enivrant de son parfum, nous déroutant dans l'instant présent ou nous replongeant dans un instant perdu. Et justement, à la recherche du temps perdu, Proust nous replonge dans son enfance, période essentielle pour se construire, comme vous nous l'avez dit, pour construire une identité, tout comme l'adolescence où l'on se perd souvent, où l'on se retrouve parfois, où l'on ne sait plus vraiment qui l'on est. Et ce, uniquement grâce à la saveur d'un temps oublié, revenu à la surface grâce à sa mémoire. À l'instant même où la gorgée mêlée de miettes de gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qu'il se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Et d'un coup, le souvenir m'est apparu. Ce goût était celui d'un petit morceau de madeleine. La mémoire, liée à nos sens, nous ramène à notre identité, à un ensemble d'éléments nous caractérisant. La trace d'un passé qui s'est bien vite achevé, la trace d'un rêve déchu,
d'une enfance perdue. De plus, les expériences de notre vie nous construisent, consolident notre identité. Les étapes marquantes permettent de savoir qui nous sommes ou ce que nous voulons être. Lorsque l'on passe un examen, par exemple, on rentre comme un simple numéro, comme candidat, et on peut en ressortir, élève avocat. Ou tenter Rhétorica, expérience forte en apprentissage, pleine d'ardeur, elle nous forge une identité d'orateur. John Locke s'applique à faire dans ses essais sur l'entendement humain la distinction entre homme et personne. L'homme serait caractérisé par son apparence, tandis que la personne le serait par son âme et la conscience de sa vie passée. On pourrait alors se demander ce qui constitue l'identité personnelle, l'apparence ou l'âme. Locke nous répond ainsi à cette question par une expérience de pensée. Selon lui, si l'on met l'âme d'un savetier dans le corps d'un prince, le savetier demeurerait un savetier, quand bien même son apparence aurait changé et serait celle d'un prince. L'identité personnelle tiendrait assis à l'âme et par conséquent à la mémoire. Et si l'on oublie ces expériences, on perd tout repère, tout disparaît et on devient quelqu'un d'autre. Il faut donc faire attention à ne jamais oublier qui nous sommes. Comme le disait le grand et célèbre Mufasa dans Le Roi Lion, « Tu m'as oublié en oubliant qui tu es. N'oublie pas qui tu es. » Et ce n'est pas le seul à s'être penché sur la question. La recherche de l'identité fait l'objet de questions courantes. Voyez Shutter Island. En ne sachant plus ce qu'il a fait, en ayant oublié son passé, l'acteur n'arrive plus à savoir qui il est. Un officier fédéral, un fou allié, la frontière entre fiction, imagination et réalité est bien troublée. Le doute plane puisque la mémoire n'est plus là pour l'aider. De même pour le film Hook. Ici, le personnage devenu adulte a totalement oublié qu'il était Peter Pan. Or, c'est un trait marquant de sa personnalité. Il a perdu son identité en oubliant qui il était. Oui, la recherche de l'identité est perpétuelle. Elle se fait à travers notre évolution, notre passé, mais aussi notre futur. Néanmoins, secondement, à côté des expériences et des souvenirs formant une identité personnelle, presque officieuse, une identité officielle va s'y greffer, nous inscrivant ainsi dans la mémoire. En effet, l'identité d'un individu peut aussi être matérialisée, notamment avec des pièces d'identité, des photos d'identité, permettant de reconnaître une personne uniquement avec un simple bout de papier. De plus, tout individu possède un nom de famille. C'est une composante de l'identité, mais aussi un marqueur de mémoire, puisqu'il se transmet de génération en génération. Et qui dit nom de famille, dit famille. Cette famille qui forge votre identité, qui dès la naissance devient votre modèle, votre fierté. Elle vous édulte et inculte les bonnes choses et les mauvaises choses. Elle devient votre guide spirituel dans un monde en mouvance perpétuelle. Elle nous aide à nous connaître, aide à développer notre personnalité et nos goûts. Notre identité personnelle tient à celle de nos ancêtres. Nous sommes ce qu'ils ont été. Nombreuses sont les études qui démontrent que l'on souffre de ce que nos ancêtres ont vécu. Les racines de l'esclavage, génocide et déportation s'inscrivent dans le patrimoine génétique de tout arbre généalogique. Or, pour être touché par les mots de ses aïeux, encore faut-il les connaître. Et c'est là qu'intervient la mémoire collective, qui renvoie aux représentations qu'un groupe partage à propos de son passé. Sans cette mémoire, nous ne pouvons pas savoir qui nous sommes réellement. Ainsi, l'identité et la mémoire semblent une nouvelle fois bien liées. Et puis, de quelle identité parlons-nous ? Celle sociale, personnelle, religieuse, nationale ? Ah, la nation. La nation est son devoir de mémoire, devoir de ne pas oublier le passé de notre État, pour ne pas oublier son identité. Ce que nos ancêtres ont fait, pourquoi ils se sont défendus, comment ils se sont battus. Et la mémoire de son pays, la fierté lorsque l'on part à l'étranger de retrouver une trace de notre État, une cuisine normande bien typique ou une trace, un signe de notre passé historique. La mémoire de l'État forge aussi notre identité, un peu chauvine parfois. L'identité nationale, patrie, terre de nos envies.
L'individu acquiert donc une identité dès sa naissance avec son nom de famille, la modifie au fur et à mesure du temps avec l'apprentissage de la vie et la conserve, même à sa mort. Car oui, il y a aussi une certaine mémoire des morts. En continuant de penser à eux, en se remémorant qui ils étaient, ils continuent de garder une sorte d'identité. C'est d'ailleurs pour cette raison que le Mexique aime fêter ses morts. Ils peuvent s'éterniser par le pouvoir de notre pensée, et c'est seulement une fois qu'ils sombrent dans l'oubli que leur identité s'évanouit, car sans mémoire, nulle identité ne peut subsister. Alors oui, évidemment que la mémoire est essentielle à l'homme, essentielle pour savoir qui l'on est, essentielle pour avoir une identité. Identité qui naît dans notre enfance, qui se modifie à travers les expériences, qui se cristallise de manière officielle à travers notre État, la France, et qui traverse les âges avec aisance. Pour finir, j'évoquerai la pensée de Jean Dutour dans Le vieil homme et la mer, qui, selon moi, résume bien les choses. La mémoire, c'est l'identité. C'est quasiment l'âme. Et les hommes espèrent que, s'ils emportent avec eux quelque chose de ce monde après leur mort, ce sera cela. Je vous remercie. Chère contradictrice, vous partez du constat que la mémoire fait partie de notre personne. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Seulement, la thèse nous interroge sur la possibilité d'avoir une identité sans mémoire. Et je trouve que vous balayez toute cette question de la possibilité. Vous partez d'ailleurs du constat que la mémoire est infaillible. Or, je pense que ce n'est pas le cas. Elle est faillible. Vous dites que... Vous parlez du fait que l'enfance est essentielle à la construction de l'identité. Or, je pense que vous, comme moi, nous avons oublié une bonne partie de notre petite enfance. Personnellement, mes premiers souvenirs remontent à l'âge de 3-4 ans et encore. Vous parlez aussi des mémoires collectives. Je parlais tout à l'heure de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Le problème de cette mémoire est qu'elle est faillible. À l'époque, à la Libération, la France s'est unie autour de la mémoire résistante. À cette époque, on pensait que toutes les personnes qui ont résidé en France pendant la Seconde Guerre mondiale ont été résistantes. Et cette mémoire-là, elle a occulté toute une partie de l'histoire, et notamment tout ce qui concerne le régime de Vichy ou encore la Shoah. C'est ce qu'on appelle le mythe résistentialiste, on doit l'expression à Henri Rousseau. C'est la manière dont la France a détourné la réalité historique pour pouvoir s'apaiser. Donc, à mon sens, tout comme notre mémoire personnelle, la mémoire collective n'est pas infaillible et elle est donc en évolution perpétuelle. Par ailleurs, Frédéric Dard disait « Il n'y aurait pas de vie collective possible si les gens gardaient leur mémoire intacte. On ne croirait plus en rien ni à personne. On ne pourrait plus continuer d'espérer d'aller de l'avant. » Vous nous parlez aussi du fait que l'oubli est une mauvaise chose pour l'identité. C'est cesser d'exister, selon vos termes. Or, je reprendrai la thèse de Nietzsche qui montre bien que l'oubli est nécessaire à la construction de la personne. Si une personne ne peut pas oublier, elle ne pourra pas disposer de la liberté de se construire et de se définir. De plus, je pense qu'on oublie tous des choses ici. Personnellement, j'oublie parfois mes cours, j'oublie plusieurs choses. C'est notamment le cas de certains politiques qui oublient de déclarer leurs appartements à Paris. Oups. Alors, or, on peut dire qu'on peut oublier une fois de déclarer un appartement à Paris, mais pas 15. Enfin, je pense que vous connaissez tous la maxime de Descartes, cogito ergo sum. Traduisez littéralement, je pense, donc je suis. Il n'a pas dit, je me souviens, donc je suis. C'est là la différence. Ce qui fait de nous un être, c'est le fait qu'on soit capable de réflexion. Vous nous parlez ensuite d'identité civile, de la carte d'identité et tout ça. Selon votre thèse, la mémoire, il n'y a pas d'identité sans mémoire, et ça s'appliquerait à ce cas-là. Je voudrais vous parler du principe du droit du sol en droit français. Une personne qui naît sur le sol français a automatiquement la nationalité française, et donc elle a l'identité française. Or, la mémoire n'entre pas en compte ici.
Se fonder uniquement sur sa mémoire, ce serait, comme je l'ai dit dans ma plaidoirie, laisser une grande place au déterminisme de Freud. Or, Victor Cherbulier disait « Il est bon d'aimer le passé et les grands souvenirs, mais il ne faut jamais devenir le prisonnier de sa mémoire. » Et c'est pour toutes ces raisons que je considère donc qu'il est possible d'avoir une identité sans mémoire. Merci. Le romancier Henri Millet disait que le seul chemin qui mène à la délivrance passe par la découverte et la reconnaissance du caractère unique de son identité. Si l'on ne sait pas son identité, nous ne pouvons pas être apaisés. Or, pour la savoir, il nous faut de la mémoire. Chère contradictrice, auriez-vous perdu la mémoire? Auriez-vous oublié qui vous étiez en perdant votre identité? Vous défendez la thèse du oui ardemment, tout en oubliant que votre propre identité est liée à votre mémoire. Vous avez bien su aujourd'hui vous souvenir de quelques passages de votre plaidoirie. Or, vous avez réussi à vous en souvenir grâce à votre mémoire. Et votre plaidoirie écrite avec votre âme, avec vos idées, avec vos envies, elle vous représente, elle représente votre identité. Tout d'abord, vous nous avez parlé des chansons, de paroles de chansons, du fait que votre mémoire pouvait aisément retenir des choses qui vous ont marqué comme des paroles, mais pas des cours. Or, si la mémoire a retenu les paroles de Confession nocturne de Vita et Diams, c'est bien parce que cette musique vous a marqué, qu'elle reflète vos goûts et d'un côté un peu votre identité. Pourquoi vous l'aimez? Ensuite, vous nous avez également dit que l'identité se construit par rapport aux autres. C'est vrai, elle peut également se construire lorsqu'on regarde les autres personnes, mais dans ce cas, on prend modèle sur eux. Et lorsque l'on prend modèle sur des gens, c'est grâce à notre mémoire qui va permettre de retenir des éléments, comment telle personne était habillée, comment telle personne va s'exprimer, comment elle va agir avec les gens de la société. Et ici, c'est bien votre mémoire qui va vous aider à forger votre identité. Ensuite, vous nous avez parlé du libre arbitre, qui, selon vous, constitue votre identité. Mais le libre arbitre se passe aussi sur des expériences. Vous allez vous remémorer ce que vous avez déjà fait et vous dire « Pourquoi j'ai agi ainsi? Devrais-je continuer à le faire? Devrais-je agir différemment ?» Vous allez vous baser sur des expériences et les expériences découlent de la mémoire. Vous nous avez également dit que vous avez été tricheuse auparavant, que vous aviez une identité de tricheuse et que cela a changé. Mais en changeant, vous vous êtes appuyé sur votre passé, sur votre expérience. Votre mauvais côté a changé pour évoluer. Mais pour évoluer, vous avez dû vous remémorer de ce que vous aviez fait et vous dire « Non, j'arrête de tricher, je ne veux plus être cette personne ». Encore une fois, c'est la mémoire qui vous a aidé à changer. Vous nous avez également dit que la mémoire pouvait être un poids, une fatalité. Je ne suis pas d'accord. La mémoire peut aussi et surtout être une aide pour changer, avancer, évoluer. Ensuite, vous nous avez parlé de l'aspect médical, notamment de la maladie d'Alzheimer. Je vous dis attendez sur ce sujet. En effet, dans cette maladie, l'individu perd la mémoire à court terme, mais il conserve tout de même une mémoire, la mémoire à long terme. Il a donc encore une forme de mémoire, ce qui lui permet de toujours garder une forme d'identité. Et même dans les cas les plus graves, lorsqu'elle ne sait plus où elle habite, lorsqu'elle ne connaît plus son nom, lorsqu'elle ne reconnaît plus ses enfants, dans ce cas, est-ce vraiment une identité? Est-ce vraiment une identité de ne plus savoir du tout qui nous sommes, de ne plus reconnaître notre propre famille? Dans ce cas, l'identité s'est dissipée. Vous nous avez également parlé des cas d'amnésie avec votre exemple précis sur l'architecte. Vous nous avez dit qu'il avait réussi à se remémorer les choses grâce à sa mémoire et grâce à ses sens. Parce que ces sens, nos sens, sont directement liés à notre mémoire. La mémoire se constitue avec nos sens. On peut oublier un morceau de piano, par exemple, mais nos doigts, eux, s'en rappellent. Tout comme votre architecte qui se rappelait du mouvement, du dessin. C'est la mémoire musculaire qui, une fois de plus, lui a permis de retrouver son identité. Vous nous avez également parlé du fait et également parlé de l'oubli. Mais même si l'on oublie tout, on peut repartir à zéro, recommencer, réapprendre sa vie, réapprendre les choses, se baser sur des éléments du passé
On va essayer de faire travailler notre mémoire pour réapprendre. Vous nous avez parlé de la pensée, mais les souvenirs, n'est-ce pas une forme de pensée? N'est-ce pas aussi une forme de réflexion, un savoir lié à notre mémoire? Il est donc bien évidemment impossible, selon moi, d'avoir une identité sans mémoire, car quoi qu'il arrive, il y aura toujours une certaine forme de mémoire qui se rattache à notre identité personnelle ou spirituelle. Et même quand la mémoire immédiate se dissipe, il suffit de vivre, de ressentir pour la voir revenir. Et même lorsque l'on pense que la mémoire n'est plus là, en réalité, une trace de soi perdure toujours, une trace de notre esprit nous guide vers de nouveaux jours, un fragment de mémoire ou un souvenir pourront ressurgir, nous entraînant ainsi vers l'avenir. Pop that, pop that, pop that, pop that, pop.